Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Il y a quelque chose que j'observe très souvent dans le monde du yoga, des professeurs qui se forment énormément. Une formation, puis une autre, puis une spécialisation, puis encore un module en ligne. Et pourtant, malgré toutes ces formations, certains ont le sentiment étrange de stagner dans leur enseignement. Ils savent beaucoup de choses, ils ont appris des séquences, des postures, de la théorie, mais quand ils sont face à leurs élèves, eh bien, ils doutent encore. Et parfois, leur activité ne décolle pas non plus. Pourquoi? Est-ce que cela veut dire que les formations ne servent à rien? Évidemment que non. Mais il y a un piège très courant, surtout dans les formations en e-learning. Un piège qui fait que l'on accumule du savoir sans toujours développer une vraie expertise terrain. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec toi ce que plusieurs années d'enseignement, d'observation et d'accompagnement de professeurs m'ont appris. Parce que progresser dans ce métier ne dépend pas seulement du nombre de formations suivies. Cela dépend surtout de la capacité à transformer l'expérience en compréhension réelle du corps et du mouvement. Et on va voir ensemble pourquoi certaines formations ne suffisent pas. Ce qui manque aussi souvent dans les formations en ligne et surtout ce qui permet réellement de passer du savoir à l'expertise. Il y a quelque chose que j'observe très souvent chez les professeurs de yoga et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. On se forme énormément. On commence par une formation initiale, souvent très intense, très riche. On découvre la philosophie, les postures, l'anatomie, les respirations. Et on ressort de là avec un sentiment très fort, celui d'avoir quand même trouvé sa voie. Et puis très vite, on se dit qu'il faut continuer. Alors on ajoute une spécialisation, puis une autre, puis un module en ligne, puis une formation courte sur un thème précis. Et à chaque fois, il y a cette sensation très agréable d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je connais ça très bien parce que je suis passée exactement par là. Pendant des années, je me suis formée et je ne regrette absolument rien, on est d'accord. Les formations sont importantes, elles nourrissent notre regard, elles enrichissent aussi notre compréhension. Mais à un moment donné, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'assez troublant. Je voyais des professeurs qui étaient extrêmement formés autour de moi, mais qui doutaient toujours encore énormément dans leur enseignement. Des professeurs qui connaissaient parfaitement les postures, qui pouvaient réciter les alignements presque par cœur, mais qui, face à un groupe réel, ne savaient plus toujours quoi faire. Et ce décalage m'a longtemps interrogée, parce qu'on pourrait croire qu'avec 10 formations, on devrait être 10 fois plus sûr de soi. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, accumuler les formations peut parfois créer une illusion de progression. On a l'impression d'avancer parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais apprendre et intégrer, ce n'est pas la même chose. Je me souviens d'une conversation avec une professeure de yoga. Je ne vais pas la nommer parce que je sais qu'elle écoute mes épisodes de podcast. Euh, Cette prof avait suivi énormément de formations. Elle avait une vraie connaissance théorique qui était même impressionnante. Elle pouvait parler des chaînes musculaires, de la biomécanique, de la respiration, avec vraiment beaucoup de précision. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses, mais je ne sais pas toujours comment les utiliser quand j'enseigne. Et cette phrase-là, je l'ai entendue plusieurs fois. Parce que beaucoup de formations transmettent des informations, mais très peu transmettent la manière d'observer réellement un corps en mouvement. On apprend souvent les postures, on apprend assurément les séquences, on apprend les principes, les ajustements, les variations. Mais on apprend rarement à regarder un élève réel, c'est-à-dire avec son historique, ses compensations, ses limites, ses peurs parfois, et à adapter la pratique à ce corps-là. Et c'est là que se situe le vrai tournant dans l'enseignement. Parce que à un moment donné, ton métier ne consiste plus à reproduire ce que tu as appris en formation. Ton métier consiste à interpréter ce que tu vois, à comprendre ce qui se passe devant toi, à ajuster, à simplifier, à transformer une posture pour qu'elle
Reste fidèle à son intention tout en étant accessible. Et ça, aucune formation ne peut vraiment te l'enseigner uniquement en théorie. C'est quelque chose qui se construit dans la rencontre avec les élèves. C'est quelque chose qui se construit dans l'expérience. Et parfois, c'est même dans les moments où l'on se sent un peu perdu que cette compétence vraiment se développe. Je me rappelle très bien d'un moment ultra précis dans mon parcours. Je donnais un cours dans mon studio à Soissons et une posture que je comprends, enfin, en tous les cas pour moi, je pensais extrêmement simple, créait vraiment une tension énorme dans le groupe. Je voyais bien que les corps se crispaient, que les respirations devenaient courtes, les visages devenaient rouges et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très important. C'est-à-dire que la question n'était pas est-ce que je sais enseigner cette posture. La vraie question était plutôt est-ce que cette posture sert réellement le groupe que j'ai devant moi aujourd'hui. Et cette nuance, elle change absolument tout parce qu'elle fait passer l'enseignement d'un modèle de reproduction à un modèle d'intelligence pédagogique. Et c'est souvent là que commence la vraie progression d'un professeur de yoga. Pas quand il accumule les formations, mais déjà quand il commence à transformer ce qu'il a appris en lecture vivante du corps et du mouvement. Et c'est précisément ce passage-là qui manque parfois dans certaines formations, notamment dans beaucoup de formations en ligne. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir accès à un contenu, il faut aussi apprendre à l'utiliser dans la réalité. Et c'est exactement ce dont on va parler dans la suite de cet épisode. Parce qu'au fond, le problème n'est pas le format e-learning. Le vrai problème, c'est ce qui manque autour du e-learning pour transformer le savoir en expertise. Maintenant, il y a un autre sujet dont on parle très peu dans le monde du yoga et qui pourtant explique beaucoup de choses. C'est la manière dont les formations sont structurées aujourd'hui, et en particulier les formations en e-learning. Et je veux être très claire ici, je ne suis absolument pas contre le e-learning, puisque personnellement, je délivre des formations en e-learning. Au contraire, c'est un outil extraordinaire. Il permet d'accéder à des contenus de grande qualité, de se former à distance, d'apprendre à son propre rythme. Et pour beaucoup de personnes, c'est même la seule manière possible de se former. Mais avec les années, j'ai remarqué quelque chose, c'est-à-dire que le problème du e-learning n'est pas le contenu. Très souvent, les contenus sont excellents. Le problème, c'est ce qui manque autour du contenu. Parce qu'une formation peut être brillante sur le plan théorique, extrêmement bien structurée, très riche. Et pourtant, laisser le professeur un peu seul face à une question très simple. Et maintenant, je fais quoi avec tout ça? Je me souviens d'une professeure qui m'avait écrit, après avoir suivi plusieurs formations en ligne, elle avait appris énormément de choses, des séquences, des techniques, des concepts très intéressants. Mais quand elle s'est retrouvée devant son premier groupe, eh bien tout s'est mélangé dans sa tête. Elle m'a dit quelque chose de très honnête d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir beaucoup d'informations, mais qu'elle ne savait pas comment organiser tout ça quand elle enseignait. Et ça, c'est très fréquent. Parce que beaucoup de formations transmettent du savoir, mais très peu transmettent un cadre d'observation et d'action. On apprend les postures, les adaptations, les variantes, mais on n'apprend pas toujours comment décider quoi faire dans une situation réelle. Et enseigner, c'est exactement ça. C'est prendre des décisions en permanence, à l'instant T. Est-ce que je garde cette posture? Est-ce que je la simplifie? Est-ce que je la transforme? Est-ce qu'elle a du sens dans ce séquençage? Est-ce que je ralentis le rythme du cours ou pas? Ce sont des micro-décisions pédagogiques qui se prennent presque instantanément. Et ces décisions ne viennent pas seulement des formations, elles viennent de l'expérience, mais surtout, elles viennent d'un cadre d'observation. Un cadre qui te permet de regarder un élève et de comprendre ce qui se passe réellement dans son corps à l'instant T. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine un ou une élève dans une posture qui semble correcte extérieurement. L'alignement est là, la posture ressemble à ce que l'on attend. Mais si tu regardes de plus près, tu vas remarquer que la respiration se bloque, que les épaules montent légèrement, que le regard devient fixe. Techniquement, la posture est là, mais le corps te dit autre chose. Et c'est là que commence vraiment le vrai travail d'un enseignant. Ce travail ne consiste pas à corriger une posture. Il consiste à lire un corps. Et ça, malheureusement,
Très peu de formations l'enseignent réellement parce que c'est difficile à transmettre uniquement en vidéo. Il faut des retours d'expérience, il faut des études de cas, il faut analyser des situations réelles, il faut aussi comprendre pourquoi, dans certaines circonstances, une posture fonctionne et dans d'autres, elle crée plutôt de la tension. Et c'est pour ça que beaucoup de professeurs ressentent une sensation étrange après certaines formations. Ils ont appris beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment transformer ces connaissances en expertise vivante. Et c'est là que le terrain devient irremplaçable. Parce que le terrain t'oblige à regarder autrement, à observer, à tester, à ajuster, et parfois même à remettre en question ce que tu pensais avoir parfaitement compris. Et c'est exactement ce passage entre le savoir et l'expertise qui change tout dans une carrière de professeur de yoga. Et dans la suite de cet épisode, j'aimerais justement te parler de ce rôle essentiel du terrain et de la manière dont l'expérience peut transformer complètement ta manière d'enseigner. Le manque de cadre d'observation du corps réel. Il y a quelque chose que j'ai compris assez tard dans mon parcours de professeur de yoga, mais bon, il a 25 ans ce parcours. Et pourtant, aujourd'hui, c'est probablement l'une des compétences les plus importantes de ce métier. C'est la capacité à observer un corps réel, pas un corps idéal, pas une posture parfaite dans un manuel, mais plutôt un corps vivant, avec son histoire, ses habitudes, ses compensations. Parce qu'au début, quand on enseigne, on regarde surtout les postures, on est d'accord. On regarde si l'alignement correspond à ce qu'on a appris, on regarde si la jambe elle est bien tendue, si le dos est droit, si les épaules sont basses. Et c'est normal, c'est ce qu'on nous a transmis dans la plupart des formations. Mais avec les années, on réalise que ce n'est pas là que se trouve l'information la plus importante. Je me souviens très bien c'était un atelier, je crois, où il y avait une élève qui faisait une posture qui vraiment extérieurement semblait tout à fait correcte. Si tu avais regardé la scène rapidement, tu aurais dit: «Waouh, la posture, elle est là», clairement. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je voyais bien que sa respiration était bloquée. Je pouvais observer aussi que ses épaules montaient légèrement à chaque inspiration et surtout son regard était, extrêmement je pouvais lire la tension dans son regard. C'est comme si son corps, tout entier tenait la posture, mais vraiment au prix d'un effort énorme. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Une posture peut être juste visuellement parfaite, mais complètement inadaptée à l'intérieur. Et si on ne sait pas observer ça, eh bien, on peut passer complètement à côté. Le problème, c'est que beaucoup de formations, en tous les cas dans beaucoup de formations, on nous apprend quoi enseigner, mais pas toujours quoi regarder. On ne développe pas forcément, en tous les cas, on ne nous apprend pas forcément à développer cette caractéristique qui est ce cadre d'observation. Un cadre qui te permet de te poser des questions très simples pendant un cours. Est-ce que la respiration circule dans chacun de mes élèves? Et c'est pour ça qu'il faut avoir entre 10 et 15 élèves. Sinon, comment veux-tu observer clairement les choses? Est-ce que le visage est détendu? Est-ce que le mouvement semble fluide ou forcé? On peut se poser aussi la question, est-ce que le corps s'organise naturellement ou est-ce qu'il est en train de lutter? Ces indices-là sont beaucoup plus précieux que l'esthétique de la posture, parce qu'ils te disent si l'élève est en train d'explorer ou de se contraindre. Et c'est souvent là que l'enseignement devient vraiment intéressant, presque irrésistible, parce que tu ne cherches plus à reproduire une forme, tu cherches à comprendre ce qui se passe dans le corps. Et cette compétence change énormément de choses dans la manière d'enseigner, parce qu'elle change ton regard, elle change ton rythme, elle change même la manière dont tu expliques les postures. C'est à ce moment-là précis que tu commences à adapter avec beaucoup plus de finesse. Et c'est aussi à ce moment-là que certaines pratiques deviennent extrêmement pédagogiques. Le yoga sur chaise, par exemple, rend beaucoup de choses visibles parce que les compensations apparaissent beaucoup plus vite. Les déséquilibres aussi deviennent beaucoup plus lisibles. Et pour un professeur, c'est vraiment une école d'observation incroyable. Parce que la chaise enlève beaucoup de stratégies de compensation. Elle oblige à regarder plus précisément le bassin, la respiration, les appuis. Et très vite, ton regard change. Tu ne regardes plus une posture, tu regardes un corps en mouvement. Et c'est souvent là que l'on passe d'un professeur qui applique des techniques apprises au travers de multi-formations, multicouches de formation, à un professeur qui développe une véritable expertise au travers de l'observation. L'expérience du terrain m'a appris quelque chose que les formations seules ne peuvent pas toujours transmettre. Certaines compétences ne peuvent pas s'apprendre uniquement dans une formation.
même une excellente formation. Parce qu'il existe toujours une différence très profonde entre comprendre quelque chose et le voir se produire dans un corps réel. Et ça, le terrain l'enseigne d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer. Je me souviens très bien d'un moment dans mes premières années d'enseignement, j'avais appris énormément de choses dans mes formations. J'étais partie en Inde, en Thaïlande, euh, en France, évidemment dans le sud de la France, à Paris. J'avais des repères très clairs sur les postures, les alignements, la respiration. Et pourtant, face à certaines élèves, eh bien, je me sentais parfois un peu déstabilisée. Pas parce que je ne connaissais pas la posture, je l'avais vue en long, en large, en travers, mais parce que le corps, devant moi, ne réagissait pas comme dans les livres. Un élève pouvait avoir une posture correcte en apparence, mais la respiration se bloquait. Un autre élève pouvait sembler extrêmement à l'aise, mais son bassin cherchait constamment un équilibre. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose d'essentiel. C'est que le métier d'enseignant ne consiste pas à transmettre une forme parfaite. Il consiste à observer comment chaque corps s'organise dans le mouvement. Et ça, c'est une compétence qui se développe énormément avec l'expérience. Parce que chaque cours devient vraiment une source d'apprentissage. Chaque élève t'apprend quelque chose. Et un jour, tu observes une compensation dans les épaules. Un autre jour, tu comprends comment la respiration influence une posture. Et petit à petit, ton regard change. Tu ne regardes plus seulement si la posture est bonne, tu regardes ce que la posture produit dans le corps. Et c'est souvent là que l'on passe d'un professeur qui applique les techniques vues en formation à un professeur qui développe une véritable expertise. Mais pour que le terrain devienne vraiment une école, il faut une chose très importante. Il faut un cadre pour comprendre ce que l'on observe. Parce que sinon, on ne fait qu'accumuler simplement des expériences, mais sans toujours en tirer une vraie compréhension. Et c'est exactement ce que beaucoup de professeurs ressentent après plusieurs années. Ils ont enseigné, ils ont rencontré beaucoup de situations, mais ils n'ont toujours pas les outils pour transformer cette expérience en un savoir structuré. Et c'est justement cette réflexion qui m'a amenée à créer la méthode Yoga Digitaire. Parce que ce que j'avais compris avec les années, c'est que certaines pratiques permettent de développer énormément cette capacité d'observation. Le yoga sur chaise en fait partie. La chaise simplifie l'environnement, elle enlève beaucoup de stratégies de compensation et tout à coup, le mouvement devient beaucoup plus lisible. On voit plus clairement comment le bassin s'organise, la respiration circule, la colonne se stabilise. Et pour un professeur, c'est vraiment une école d'observation incroyable. Si ce que je te partage aujourd'hui te parle, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin dans cette finesse de lecture du corps, c'est précisément pour cela que j'ai créé ma formation Yoga sur chaise en e-learning. Elle n'a pas été conçue pour ajouter une technique de plus à ton parcours. Elle est pensée pour structurer ce regard pédagogique dont on parle depuis le début de cet épisode. On y travaille la compréhension biomécanique, certes, des postures sur la chaise, mais aussi il y a une progression pédagogique et surtout la confiance dans l'adaptation. Parce que la chaise peut devenir un véritable outil d'expertise quand on sait l'utiliser avec précision. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Et ce que je trouve passionnant dans tout ça, c'est que lorsque ce regard commence à se développer, eh bien ton enseignement change profondément. Tu n'enseignes plus seulement des postures, tu accompagnes des corps, tu accompagnes des trajectoires. Et c'est souvent là que l'on ressent une vraie évolution dans sa pratique d'enseignement. C'est-à-dire que on passe par non pas la reproduction, on ne se contente pas de reproduire ce que l'on a appris, on commence à comprendre profondément ce que l'on transmet. Le grand absent de nombreuses formations, c'est l'accompagnement pour se lancer. Il y a un point dont on parle très peu dans le monde des formations, et pourtant c'est probablement l'un des plus déterminants. C'est le moment après la formation. Parce qu'une formation, elle peut être passionnante, elle peut être ultra riche, elle peut être extrêmement structurée, très inspirante. On en ressort, souvent d'ailleurs avec beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme, mais parfois avec l'impression que tout est possible. Mais ensuite, la réalité revient assez vite. La vraie question devient comment je transforme tout ça en activité réelle. Et c'est là que beaucoup de professeurs se retrouvent un peu seuls. Je me souviens d'une professeure qui m'avait raconté son parcours avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs. Elle avait suivi plusieurs formations, certaines étaient même excellentes sur le plan pédagogique. Elle avait appris des choses extrêmement intéressantes, mais quand la formation s'est terminée,
Elle s'est retrouvée face à une question qui est très concrète, mais ok, comment présenter cette compétence? Comment fixer un tarif? Comment répondre à quelqu'un qui lui dit c'est intéressant, mais on n'a pas le budget? Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle avait appris à enseigner, mais pas à créer son activité. Et ce décalage, il est très fréquent, parce que beaucoup de formations se concentrent sur la transmission du savoir. On y apprend une méthode, des postures, des adaptations, parfois même une pédagogie. Mais très peu de formations vont aborder une dimension pourtant essentielle, la mise en action. Comment passer du savoir à la réalité terrain? Comment transformer une compétence en proposition claire? Comment parler de ce que l'on fait sans avoir l'impression de se vendre? Comment structurer une offre? Comment entrer en contact avec une structure? Comment répondre aux objections? Parce que la vérité, c'est qu'on peut être un excellent professeur et rester totalement invisible si on ne sait pas comment faire avec ces choses-là. Je l'ai vu de nombreuses fois et moi-même, en sortant de formation, je me suis dit, ok, j'ai appris tout ça, maintenant, par quoi démarrer? Comment commencer? Et des professeurs très compétents, très engagés dans leur pratique, mais qui n'osaient pas proposer leur service. Ça se voit aussi. Parce que notre cœur de métier, c'est l'enseignement du yoga. On n'a pas forcément une fibre commerciale, communicative, marketing. Des professeurs très compétents, très engagés dans leur pratique, mais qui n'osaient pas proposer leur service. Ou qui attendaient que les élèves arrivent d'eux-mêmes. Ou qui espéraient même qu'une opportunité se présente, sur un plateau bien sûr. Mais dans la réalité, construire une activité demande aussi une posture professionnelle. Il faut apprendre à présenter ce que l'on fait, il faut apprendre à expliquer la valeur de son travail, il faut apprendre à dialoguer avec des structures, des associations, des entreprises. Et ça, ce sont des compétences qui ne sont pas toujours enseignées dans les formations. Alors, avec les années, bien sûr, j'ai commencé à donner un conseil très simple aux professeurs que j'accompagnais, c'est que quand tu te formes, pose-toi toujours cette question. Est-ce que cette formation m'apprend seulement une technique ou est-ce qu'elle m'aide aussi à passer à l'action? Est-ce qu'elle me montre des situations réelles? Est-ce qu'elle me partage des retours d'expérience? Est-ce qu'elle me prépare aux questions que je vais rencontrer sur le terrain? Parce que c'est exactement ce qui permet de transformer une formation en véritable levier pour ton activité. C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu intégrer cette dimension dans ma manière de transmettre, dans ma méthodologie. Quand j'ai commencé à former des professeurs au yoga sur chaise, j'ai très vite compris qu'il ne suffisait pas d'enseigner la pratique. Il fallait aussi montrer comment cette pratique pouvait trouver sa place dans le monde réel. Comment la présenter, comment la proposer à une structure. Comment expliquer son intérêt à une entreprise, à une maison de retraite, à un centre associatif. Parce qu'au fond, ce qui manque souvent après une formation, c'est pas la compétence, c'est vraiment la confiance pour l'utiliser. Et cette confiance, elle se construit beaucoup plus facilement quand on voit des exemples concrets, des études de cas, des situations vécues. Et quand on comprend comment d'autres professeurs ont fait, quand on voit que ce chemin, il est possible, et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose change. Parce que le professeur ne se sent plus seulement formé, il se sent vraiment prêt à agir. Et dans une carrière, cette différence est énorme, parce qu'elle transforme une formation en véritable point de départ. Quand on regarde tout ce dont on vient de parler dans cet épisode, on pourrait se dire quelque chose de très simple. Si les formations existent, si les contenus sont accessibles, si les outils sont là, pourquoi est-ce que tant de professeurs ont malgré tout le sentiment de rester bloqués à un moment de leur parcours? Et c'est une question que je me suis souvent posée et qui a radicalement modifié ma façon de structurer mes formations en e-learning. Avec les années, en observant les parcours de nombreux profs, je crois vraiment avoir compris plusieurs choses. La première, c'est que beaucoup de profs de yoga sont profondément engagés dans leur enseignement. Ce sont vraiment des professeurs, des personnes qui sont passionnées, qui sont sensibles, souvent très exigeantes d'ailleurs avec elles-mêmes. Et paradoxalement, cette exigence peut parfois devenir un frein, parce que beaucoup de profs attendent de se sentir parfaitement prêts avant de proposer quelque chose. Elles se disent ou ils se disent, il me manque encore une formation, je dois encore approfondir tel sujet où je ne suis peut-être pas encore légitime. Et cette attente peut durer longtemps. Je me souviens d'une prof avec qui j'avais échangé il y a quelques années. Elle avait suivi plusieurs formations très solides, elle avait une pratique personnelle régulière, une vraie sensibilité pédagogique. Mais elle n'osait toujours pas proposer certains cours qu'elle rêvait pourtant de transmettre. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu très spontanément: «Je ne suis pas sûre d'être assez prête». Et cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois. Parce que dans le monde du yoga, il y a souvent une idée très forte.
celle de devoir toujours attendre un certain niveau de perfection avant d'enseigner pleinement. Mais la réalité du terrain, elle est très différente. La compétence ne vient pas seulement de ce que l'on apprend, elle vient surtout de ce que l'on met en pratique. C'est dans l'enseignement que l'on affine son regard, c'est dans la rencontre avec les élèves que l'on va développer sa pédagogie. C'est dans aussi les situations parfois imprévues, et il y en a toujours, que l'on apprend à adapter. Et attendre d'être parfaitement prête peut parfois vraiment retarder ce processus. Un autre facteur que j'observe souvent, c'est la difficulté à clarifier son positionnement. Quand on se forme beaucoup, on découvre énormément d'approches différentes. Et parfois, au lieu de clarifier notre identité d'enseignant, eh bien, ça va créer l'effet inverse. On hésite, on mélange, on doute, on se demande ce que l'on devrait proposer. Et cette confusion peut empêcher de passer à l'action. C'est pour cela que je donne souvent un conseil très simple aux profs qui se sentent bloqués. Plutôt que de chercher à tout maîtriser, commence par identifier ce que tu veux réellement transmettre aujourd'hui. Quelle est la pratique dans laquelle tu te sens la plus claire? Quel est le public avec lequel tu te sens la plus à l'aise? Quel est le contexte dans lequel ton enseignement peut vraiment avoir du sens? Et quand ces éléments deviennent plus clairs, l'action devient beaucoup plus simple. Il y a un dernier point que je trouve important de mentionner. Beaucoup de profs restent bloqués parce qu'ils pensent qu'ils doivent construire leur activité seuls, comme si tout reposait uniquement sur leur capacité individuelle à trouver des solutions. Mais en réalité, le développement d'une activité se nourrit énormément du partage d'expériences. Comprendre comment d'autres profs ont construit leur parcours, observer aussi des situations réelles, analyser des cas concrets. Et ça, ce sont souvent ces éléments qui permettent de franchir des étapes beaucoup plus rapidement, parce qu'ils rendent le chemin beaucoup plus lisible. Et c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que quelque chose change. Le prof ne se sent plus simplement en train d'accumuler des connaissances, il commence vraiment à voir comment ces connaissances peuvent se traduire dans la réalité de son métier. Et quand cette vision devient plus claire, eh bien le sentiment de stagnation va disparaître progressivement. On retrouve une direction, on retrouve de l'élan, et surtout on retrouve la confiance dans sa capacité à évoluer. À ce stade de l'épisode, il y a peut-être une question qui commence à apparaître. Si accumuler les formations ne suffit pas, si l'expérience seule ne suffit pas non plus, alors qu'est-ce qui transforme réellement une formation en véritable évolution professionnelle? Avec le recul, je crois que la différence tient à quelque chose de très simple. Ce n'est pas seulement ce que l'on apprend dans une formation, c'est ce que l'on est capable d'en faire dans la réalité. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a des professeurs qui suivent une formation, puis qui retournent enseigner exactement comme avant. Les informations restent un peu à côté de leur pratique. Elles existent, mais elles ne transforment pas vraiment leur manière d'enseigner. Et puis, il y a d'autres profs qui vivent une formation comme un véritable tournant. Alors, pas forcément parce que le contenu est plus spectaculaire, mais plutôt parce que quelque chose s'organise dans leur compréhension. Ils commencent à voir les postures autrement, ils commencent à observer les élèves autrement, ils commencent à prendre des décisions pédagogiques avec beaucoup plus de clarté. Et à partir de là, leur enseignement évolue naturellement. Je me souviens d'une prof qui m'avait écrit quelques mois après une formation. Elle m'expliquait qu'elle ne donnait pas forcément des cours très différents en apparence, mais les postures étaient parfois les mêmes d'ailleurs, les séquences aussi, mais sa manière de regarder les élèves avait complètement changé. Et elle m'avait dit « J'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans leur corps ». Et ça, cette phrase, elle résume très bien ce que peut provoquer une formation qui transforme vraiment une pratique. C'est pas seulement, tu vois, une accumulation d'informations, c'est un changement de regard. Mais pour que ce changement se produise, il y a plusieurs éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est la possibilité de relier immédiatement la formation au terrain. Quand tu peux tester, observer, ajuster rapidement ce que tu viens d'apprendre, eh bien l'intégration se fait beaucoup plus profondément. Le deuxième élément, ce sont les retours d'expérience. Comprendre comment une approche qui fonctionne dans des situations réelles, voir comment d'autres profs ont traversé aussi certaines difficultés, observer des études de cas concrètes, parce que ces situations rendent les concepts beaucoup plus vivants. Et enfin, il y a le troisième facteur qui me semble déterminant, c'est la présence d'une progression claire. Une formation qui transforme vraiment une pratique ne donne pas seulement des informations, elle construit un chemin. Elle aide, c'est ma vision, elle aide le professeur à comprendre où il se situe et vers quoi il évolue. Et c'est ce type de structure qui permet vraiment de transformer un apprentissage en véritable évolution professionnelle.
Parce qu'à ce moment-là, le professeur, il se contente plus d'ajouter une compétence à son parcours. Il développe une nouvelle manière de penser son métier. Et c'est souvent à partir de là, d'ailleurs, que les choses vont commencer réellement à évoluer. Les cours deviennent beaucoup plus fluides, la pédagogie va devenir plus précise et la confiance dans son enseignement s'installe progressivement. Alors pas parce que tout est parfait, mais parce que le professeur comprend désormais pourquoi il fait ce qu'il fait. Et cette clarté, elle change énormément de choses dans une carrière, parce qu'elle transforme une formation en véritable levier de progression. Quand on parle de formation, on imagine souvent que la fin de la formation correspond au moment où l'on reçoit son certificat. C'est un moment important, on est d'accord, évidemment. On a travaillé, on a appris, on a intégré beaucoup de choses et on reçoit ce certificat qui donne souvent un sentiment d'accomplissement. Mais avec les années, j'ai compris quelque chose de très simple. En réalité, la formation ne se termine pas là. Elle commence presque à ce moment-là. Parce que la vraie fin d'une formation, ce n'est pas la dernière vidéo regardée, ni le dernier module validé. La vraie fin d'une formation, c'est le moment où l'on commence à utiliser ce que l'on a appris dans la réalité. Et ce passage-là est parfois plus délicat. Je me souviens d'une discussion avec une prof qui venait de terminer une formation, elle était super enthousiaste, ultra inspirée par ce qu'elle avait appris. Mais quand je lui ai demandé quand elle allait proposer sa première séance liée à cette nouvelle compétence, eh bien elle est restée un peu silencieuse quelques secondes. Puis elle m'a dit quelque chose qui était très honnête d'ailleurs, hein. Je pense que je vais attendre encore un peu, le temps de me sentir vraiment prête. Et cette réaction, elle est très humaine. Quand on vient d'apprendre quelque chose de nouveau, on peut ressentir une forme d'appréhension à l'idée de l'appliquer immédiatement. On veut que tout soit clair, on veut être sûr de bien faire. Mais attendre trop longtemps peut aussi devenir un piège. Parce que la confiance ne vient pas uniquement de l'apprentissage, elle vient aussi de l'action. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans le module 6 de ma formation Yoga sur chaise en e-learning, il y a une feuille de route qui te donne exactement ce que tu dois faire, point par point, juste après ta formation. Quoi faire? Ça, c'est ultra important. Et c'est aussi quand tu vas tester que tu vas affiner ton process. C'est en observant les réactions des élèves que l'on comprend mieux ce qui fonctionne. Mais c'est aussi en traversant les premières hésitations qu'on va construire sa propre manière d'enseigner. Et je l'ai vu de nombreuses fois. Je suis persuadée que les profs qui évoluent le plus ne sont pas forcément ceux qui attendent de tout maîtriser avant d'agir. Ce sont vraiment ceux qui commencent simplement, ceux qui proposent une première séance, ceux qui observent, ceux qui ajustent. Et petit à petit, leur pratique devient plus fluide. Parce que chaque expérience devient une source d'apprentissage. C'est un peu comme apprendre une langue. On peut étudier la grammaire pendant des années, mais c'est en parlant réellement que la langue devient vivante, hein. L'enseignement fonctionne de la même manière. On peut apprendre beaucoup de choses dans une formation, mais c'est en enseignant que ces connaissances deviennent réellement une compétence. C'est pour cela que je donne souvent un conseil très simple aux profs qui viennent de terminer ma formation. Ne cherche pas à créer tout de suite un projet parfait. Commence par créer une première expérience. Une séance, un atelier, un petit groupe, euh, même un cours gratuit. Quelque chose de simple hein, qui te permet de mettre en pratique ce que tu as appris. Parce que ce premier pas change énormément de choses. Il va transformer une connaissance en expérience. Une fois que cette première expérience existe, tout devient vraiment plus concret. On voit ce qui fonctionne, on voit ce qui peut être amélioré aussi. Et puis surtout, on comprend que l'on est capable d'utiliser ce qu'on a appris. Et c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que la formation prend réellement tout son sens. Parce qu'elle ne reste plus seulement dans le domaine du savoir, elle devient une évolution réelle dans la manière d'enseigner et de construire son activité. Si je prends un peu de recul sur tout ce que nous venons d'explorer dans cet épisode, il y a une idée qui me semble vraiment essentielle. Les formations jouent un rôle fondamental dans le parcours d'un professeur de yoga. Elles ouvrent des portes, elles nourrissent notre compréhension, elles enrichissent aussi notre regard. Elles permettent de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles manières d'enseigner, de nouvelles perspectives sur le corps et le mouvement. Mais avec les années, j'ai aussi compris que la vraie question n'est pas seulement combien de formations on suit, combien d'heures je peux rajouter à mon 200 heures, à mon 150 heures, une course à l'heure. Non, la vraie question, elle est plutôt comment ces formations vont transformer réellement ma manière d'enseigner. Parce qu'une formation peut rester un simple apport de connaissances ou devenir un véritable tournant dans une carrière.
C'est un investissement, une formation. Il faut absolument pouvoir la retranscrire dans les faits. Et ça, tout dépend de la manière dont elle s'inscrit dans ton parcours de professeur. Une formation qui fait évoluer un professeur n'est pas seulement une formation qui transmet du contenu. C'est une formation qui va aider à structurer le regard, à clarifier ta pédagogie, à comprendre ce que l'on observe sur le terrain et surtout à transformer ses connaissances en décisions concrètes dans l'enseignement. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose bascule. Le prof ne se contente plus d'appliquer ce qu'il a appris, il commence vraiment à comprendre profondément ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et cette compréhension va changer énormément de choses, parce qu'elle va apporter de la clarté, de la confiance. Elle permet aussi de construire une activité beaucoup plus solide, parce que l'on sait expliquer ce que l'on propose, pourquoi on le propose et pour qui. Quand on est passionné, on est passionnant. Et c'est exactement ce type d'évolution que beaucoup de profs recherchent à un moment de leur parcours. Pas nécessairement plus de contenu, mais plus de cohérence dans leur manière d'enseigner. Plus de précision aussi dans leur observation, plus de confiance dans leur capacité à adapter. Et c'est souvent là qu'une formation bien pensée peut vraiment réellement faire la différence. Une formation qui ne se contente pas d'ajouter une technique de plus, mais plutôt qui va aider à organiser ce que l'on sait déjà, à structurer son regard pédagogique et aussi à transformer l'expérience du terrain en véritable expertise. Parce qu'au fond, le chemin d'un prof de yoga ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il consiste à transformer progressivement ses connaissances en une manière d'enseigner qui lui ressemble. Et c'est souvent dans cette étape-là que l'on sent que quelque chose évolue vraiment dans sa carrière. Voilà. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Et si cet épisode t'a apporté une nouvelle perspective sur ton enseignement ou sur ton activité, pense à t'abonner au podcast et peut-être à partager cet épisode à un autre prof de yoga ou un professionnel du bien-être qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, je serai ravie de lire ton retour ou ton expérience en commentaire. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Letty Yogi Lab. Namasté.